Est-ce que vous avez un premier épisode d'anime préféré? La question paraît folle, mais moi j'en ai un. Et c'est nul autre que le premier épisode d'IQ. Vraiment, cet épisode je peux le remater un milliard de fois sans jamais m'en lasser et en découvrant toujours un nouveau détail. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir plein de nouveaux détails. Par contre, j'imagine que pas tout le monde connaît IQ, alors petit résumé vite fait. Ça, c'est Hinata, il est dans une école qui a une mauvaise équipe de volley. Ça, c'est Kageyama, il est dans une école qui a une bonne équipe de volley. Ils sont tous les deux dans leur dernière année de collège et l'épisode raconte le jour de leur rencontre, quand ils vont s'affronter dans un match. Et si, vraiment, vous y connaissez rien au volley, dites-vous juste que la balle doit pas toucher le sol. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Ah oui, parce que j'aime bien être différent et faire genre je suis intelligent, je vais vous parler de l'épisode mais juste à travers sa mise en scène. Pour les 2-3 gars du fond du bus, en gros de gros, et pitié Jean Kubrick ou Michel Coppola, viens pas me casser la tête en commentaire, la mise en scène, c'est la manière de montrer les choses. Parce que oui, quand on raconte une histoire avec des images, ce qu'on choisit de montrer, et surtout comment le montrer, c'est plutôt important. Et franchement ici, je pense que ça carry facile 50% de l'épisode. Prenons la première scène par exemple, c'est assez subtil mais vous allez vite comprendre où je veux en venir. Donc la scène veut nous faire passer deux messages. Le premier, c'est qu'Hinata se fait constamment bloquer par ses adversaires parce qu'il est trop petit. Et le second, c'est que pour remédier à ça, il va avoir besoin de l'aide de ses coéquipiers. Et pour nous montrer tout ça, l'épisode va se servir d'une ligne. Dans un premier temps, en nous montrant Hinata seul derrière, pour nous faire comprendre qu'il ne parvient pas à franchir l'obstacle pour le moment. Et puis, dans un second temps, il est rejoint par ses coéquipiers derrière la ligne blanche. Et là, enfin, il la traverse, soulignant ainsi toute l'importance de l'esprit d'équipe. Je vous avais pas menti quand je disais que c'était subtil. Ici, cette ligne va symboliser les adversaires d'Hinata. Et donc, juste avec ça, en une seule petite scène, l'épisode raconte déjà énormément de choses. C'est ça, l'art de la mise en scène. Et dites-vous que j'ai parlé que des premières secondes encore. Un peu plus tard, au moment d'introduire l'équipe de Kageyama, on va avoir droit à un dézoom sublime qui met parfaitement en évidence la différence de taille entre les deux équipes. Et en vrai, c'est hyper malin parce que en gardant le plan à hauteur d'Hinata, ça permet aux spectateurs de se dire putain, ils sont tellement grands qu'on ne les voit même pas à l'écran. Il y a un procédé similaire qui est utilisé un peu après, mais cette fois, en plus de jouer sur la verticalité du plan, il y a aussi un travail sur la profondeur pour nous montrer la différence du nombre de joueurs. En plus de tous ces jeux de caméra qui solidifient le statut de favori, on verra aussi Kageyama apparaître à plusieurs reprises avec une couronne et une cape, marquant ainsi sa supériorité par rapport aux autres. Et franchement, il n'y a pas à dire, ça marche vraiment bien. Mais bon, en vrai, cette réflexion sur la composition des plans et la manière de présenter la supériorité à travers la taille, ça n'a rien de révolutionnaire. Au contraire même, c'est un moyen très simple de faire passer un message plutôt clair. Mais je tenais quand même à souligner la pertinence de ce choix. Je vous rappelle qu'on est dans une histoire de volley, donc la taille, dans ce sport, c'est quelque chose de sacrément important. D'ailleurs, comme le perso principal c'est un Minus, vous imaginez bien que cette thématique va revenir assez souvent. Mais je pense qu'une des meilleures utilisations de la taille d'Hinata, c'est lors de sa première confrontation avec Kageyama. Donc, les deux vont se croiser aux toilettes juste avant le match et évidemment, ils vont finir par se défier. Et dans quasi tous les plans de cette scène, Kageyama surplombe Hinata. Genre, vraiment, il domine absolument tout l'écran. Enfin, c'est le cas jusqu'au moment où Kageyama accepte le défi d'Hinata, et donc l'accepte comme rival. C'est à cet instant qu'on passe à des plans neutres où chacun des persos occupe le même espace. On n'est plus dans une relation de dominant ou dominé, mais bien dans une relation entre personnes à statut équivalent. C'est tout simplement grandiose. Ça, c'est du cinéma qui plaît à Scorsese, moi je vous le dis. Bon, pour quand même un peu parler du match, parce que ça reste le cœur de l'épisode, je vais vous prendre à un moment précis, où on va voir se suivre deux scènes presque identiques et on va analyser un peu ce que ça raconte. Donc, on en est aux dernières actions du match, où chaque point devient infiniment plus précieux que le précédent, et la balle est en l'air, en train de sortir du terrain. Dans le premier cas, c'est Hinata qui court après la balle. Il donne tout, quitte à se prendre le mur, mais c'est quand même pas assez. La balle tombe avant qu'il puisse la renvoyer. Dans le second cas, le coéquipier de Kageyama court aussi après la balle. Mais avec vachement moins d'entrain, donc sans surprise, la balle tombe là aussi. Et même si, dans l'absolu, les deux courses ont la même finalité, elles montrent clairement une différence de mentalité. How do you know? I know. The eyes, Chico. They never lie.
Mais le parallèle entre les deux scènes ne s'arrête pas juste à la course. Les réactions des autres joueurs sont tout aussi importantes. Quand les coéquipiers d'Hinata le voient finir dans le mur, ils ont limite peur pour lui et comprennent pas trop pourquoi il tryhard encore autant. À leurs yeux là, c'est juste un fou qui veut pas lâcher le steak. Et de l'autre côté du terrain, c'est Kageyama le fou. Parce que lui, il va carrément embrouiller son coéquipier, estimant qu'il n'a pas tout donné pour essayer de récupérer la balle. Et en fait, l'objectif de ces scènes, il est clair. Elles veulent montrer l'écart de mentalité qui existe entre Hinata et Kageyama d'un côté et le reste des joueurs de l'autre. Mais cette obsession de la victoire qui les sépare de leurs coéquipiers, c'est exactement la raison qui les rend si similaires l'un de l'autre. Ils sont, en réalité, les deux faces d'une même pièce. Bon, maintenant que tout ça est dit, ils ont quand même beau avoir la même rage de vaincre, on va pas se mentir, ils la gèrent absolument pas de la même façon. Genre, autant Hinata c'est vraiment full good vibes, juste il encourage ses potes. Autant Kageyama c'est l'aigreur personnifié. Au moindre faux pas, il s'énerve et gueule sur ses gars. Mais du coup, ce qui est cool avec ça, c'est que ça nous permet aussi de remettre en question le statut de roi que l'épisode avait donné à Kageyama. Genre, la métaphore du début là, est-ce que c'était pas plutôt pour nous faire comprendre que c'est un tyran et pas juste un roi? Bon, avant de conclure, je vais vous parler d'un dernier petit truc que je trouve trop cool dans cet épisode. Donc, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la scène dans les toilettes et comment elle jouait sur la taille pour raconter le changement de dynamique. Vers la fin de l'épisode, après le match donc, on va avoir une scène qui lui fait directement écho. Je vous spoil, mais Hinata a perdu. Et comme tout mauvais perdant qui se respecte, il pue le seum. Et du coup, il va aller défier Kageyama en lui disant que la prochaine fois, il perdra plus. Ce qui est bien déjà avec ça, c'est que ça nous hype, nous, pour la suite de la série, en mode build-up de la rivalité. Mais surtout, regardez comment c'est montré. Déjà, Kageyama, à peu de choses près, il a exactement la même gestuelle que dans les toilettes. Pourtant, la situation elle est bien différente. Cette fois-ci, il accepte le défi d'Hinata sans hésitation. Et c'est logique, parce que le contexte a changé par rapport à la première rencontre. Désormais, Kageyama connaît la valeur du joueur qu'il a en face de lui. Il a vu de quoi il était capable pendant le match. Et même s'il n'est pas encore totalement son égal, il sait qu'il a tout pour le devenir. Et ce jeu de nuances, il est parfaitement illustré dans la composition du plan. Ici, Kageyama et Hinata sont, certes, mis au même niveau, mais artificiellement seulement. Hinata, il est surélevé à l'aide des escaliers, qu'on peut interpréter comme les étapes qu'il doit encore franchir avant d'être à hauteur de Kageyama, justement. Ce genre de petits détails, ce genre de choix de mise en scène, c'est clairement pas des trucs qui sautent aux yeux au premier visionnage, j'en suis bien conscient. Mais il y a justement pas besoin que ce soit hyper explicite ou même conscient pour le spectateur. La subtilité du bail, c'est ce qui le rend si stylé. Parce que c'est ça, toute l'essence et même l'intérêt de la mise en scène. C'est un outil génial qui permet de faire passer plein de messages sans même avoir besoin de parler. Et puis, de toute façon, je pense que vous l'aurez remarqué, mais il y a des choses qui passent 1000 fois mieux avec une image plutôt qu'en prenant 5 minutes de blabla. Bref, du coup j'espère que vous aurez compris ma fascination pour cet épisode. Honnêtement, j'ai longtemps hésité sur la manière d'en parler parce qu'il y a tellement de trucs à dire que je savais pas où commencer et quand m'arrêter. Mais en ça, je pense que le mieux, c'est toujours de vous inviter à aller le regarder pour découvrir ça par vous-même. En plus, j'ai volontairement omis plein de détails pour justement vous laisser la surprise du premier visionnage. Et puis, même si vous l'avez déjà vu, en vrai, rematez-le, je vous promets, vous le regretterez pas. Merci d'avoir regardé, cœur sur vous.